Bienvenue au Monte Carlo Bay. Monte Carlo Bay, c'est un hôtel qui a 3 ans. C'est un hôtel de 300 chambres et je suis le chef de cuisine de cet hôtel. C'est pas avec une volaille et une dorade là-bas, à la 41. Allez, la sauce. Julien, tu as une linguine, Julien. On perd pas de temps. Les enfants, au garde-manger là-bas, est-ce que vous avez une salade de poulpe, une bento, poisson? Ça marche, 2 carpaccio de melon. Allô, 2 carpaccio. Ravin, c'est un cuisinier intelligent. Et voilà un jeune qui, effectivement, dans sa cuisine dite gastro, qu'il fait, essaie de temps en temps d'apporter un petit peu de l'exotisme. Ça veut dire des produits de chez lui. Exactement comme la carangue. La quoi? C'est quoi 4,5 kg bébé? La quoi, chef? Là? Comme les petites carangues. C'est quoi une carangue? Une carangue, c'est un poisson, un truc, ça c'est un cébro. Mais on dirait de la carangue. C'est la même famille, hein? Ouais. 4,5 cébro et 12 soupes. Quand est-ce qu'on va à la pêche ensemble? Quand vous voulez. Quand vous voulez. Pas de problème. Mais il faut se lever tôt. Oh, c'est mon quotidien. Je vais choisir la mer, il faudra que ce jour-là, il soit dans mon Par contre, il ne faut pas qu'elle soit démontée. Congé. Bye bye. Merci. À demain. Ravin continue, de par sa persévérance, nous faire évoluer à l'extérieur. Même si il est difficile pour lui-même d'incorporer un maximum de cuisine, de produits de chez nous, mais il apporte quelque chose en plus. C'est le goût de chez nous. Les maniocs là. Là, les maniocs, ça c'est pour le restaurant aussi. Ça reste des souvenirs d'enfance. Et donc le manioc. Vous voyez, il y a quand même un mélange des produits d'ici, des produits de là-bas, etc. Quand j'étais gamin, mon grand-père le cultivait. Et ma grand-mère, elle faisait la farine de manioc. Et on mangeait des galettes appelées cassave. Plus de 2000 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb, les Amérindiens se sont implantés aux Petites Antilles. Vivant de cueillette, de pêche et de chasse, ils ont cultivé leur jardin nommé Ishali. Reine parmi les racines, le manioc amer devait donner son surnom à cette civilisation. Alors les habitudes alimentaires des Amérindiens avant Christophe Colomb sont bien sûr tributaires de tout ce qu'ils ont amené auparavant, hein, comme végétaux. Ceux que trouve Colomb ici aux Petites Antilles arrivent dans les îles à peu près 500 années avant l'ère chrétienne. Et ils amènent avec eux un certain nombre de plantes, de graines, de racines qui avant n'existaient pas. Allez. Le manioc est la seule plante toxique à l'état brut au monde à être cultivée comme aliment de base. Toute une préparation est nécessaire pour extraire l'acide cyanhydrique qu'elle contient. Cette racine doit être épluchée, lavée, râpée et surtout pressée pour en extraire le sucre, puis enfin cuite, ce qui neutralise les restes d'acide. Les colons, en arrivant, vont s'inspirer totalement des techniques amérindiennes. Le fait même qu'ils puissent coloniser, s'ancrer dans une terre, nécessite
un ancrage dans un environnement. Une fois les vivres amenés, terminés, la viande salée, le fromage, etc., ils sont obligés de compter sur les Amérindiens pour pouvoir survivre. Donc, coloniser, c'est d'abord s'indigéniser. Apprendre de l'insulaire, apprendre de l'indigène, ces techniques ancestrales de survie. Jetée sur des platines autrefois en céramique, la farine de manioc peut former des galettes appelées cassaves. On peut manger ça avec du lait, on peut manger ça seul, comme on veut. On mange ça comme on veut. Oui, mais c'est pas comme avec les avocats, comme on veut, on mange ça. Au début du XVIIe siècle, les flibustiers, chassés d'Europe, trouvèrent refuge sur les côtes du Nouveau Monde. Cette chasse aux corsaires lancée par les États du vieux continent était destinée à sécuriser les liaisons maritimes. Les pirates se dirigèrent vers d'autres lieux plus accueillants, les Antilles. La flibuste s'y installa et joua un rôle incontestable d'exploration, qu'il s'agisse des routes maritimes, de la découverte ou de la vulgarisation de nouvelles denrées. C'est ainsi que ces flibustiers apprirent, auprès des Indiens avec lesquels ils pratiquaient le troc, à boucaner la viande, c'est-à-dire à la cuire par la fumée pour mieux la conserver. Les pirates trouvèrent là une alternative à la salaison, d'autant que le sel était une denrée rare. Les corsaires vont verser ce savoir culinaire dans la culture créole moderne. Désormais, il n'y a guère de route menant vers les plages sans vendeurs de poulets boucanés. Leur goût est assez différent. Il y a ces deux positions de départ. Par exemple, on sait que l'Amérindien a horreur du sel. Il ne consomme jamais de sel, puisque pour lui, c'est un élément dommageable à sa santé. Il consomme énormément de piment, par exemple. Et bien sûr, l'Européen ne consomme pas de piment, puisqu'il n'en a pas de toute façon. Et ces goûts vont se mélanger. Cette horreur du sel va un petit peu disparaître, va être combinée à ce goût particulier du piment. La cuisine créole d'aujourd'hui est très pimentée et très salée en même temps. Donc il y aura un syncrétisme des différents goûts de ces différents peuples qui va nous donner notre goût créole contemporain. Les premiers colons entretiennent un jardin vivrier. Mais un grand nombre de produits proviennent encore de la métropole. On appelle ces jarres des dobanes parce qu'elles étaient fabriquées à Aubagne, en Provence, d'où le nom créolisé de dobane. Elles servaient à transporter des aliments comme de la viande salée, de la farine, de l'huile, en bateau, jusque sur l'habitation où elles étaient stockées. Beaucoup d'aliments venaient de France. Enfin, une partie était cultivée sur place, sur les légumes pays qu'on connaît toujours aujourd'hui, mais une grande partie venait de France, surtout pour le vin, l'huile, la viande salée. Pendant très longtemps, on a importé de la viande salée dans ces récipients. Une véritable révolution se produit en 1628 en Martinique, avec le lancement de la culture extensive de la canne à sucre. Place aux grandes habitations et à l'arrivée massive d'esclaves arrachés d'Afrique, pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. On ne peut pas avoir cultivé la canne pendant 350 ans sans en être marqué. Cette société a été créée pour une société créole qui a été fondée artificiellement pour pouvoir produire du sucre. Bien sûr que le sucre a marqué notre cuisine, a marqué nos desserts, a marqué notre goût. On boit, on mange encore beaucoup sucré, beaucoup trop. Selon les médecins. Beaucoup trop de sel et trop de sucre. Dans des conditions de vie imposées par l'esclavage, la cuisine ne pouvait être que grossière et pas vraiment élaborée. Il s'agissait que le repas tienne au corps, afin que les esclaves puissent travailler. Cette alimentation de survie dépendait du bon vouloir des maîtres, et ces derniers fournissaient à ces esclaves de quoi survivre, rien de plus. Les denrées étaient parfois produites par l'habitation et quand il le pouvait, l'esclave cultivait son propre lopin de terre.
À l'époque coloniale, il y avait 2 types de cuisine, celle des colons, celle de survie pour les esclaves. Mais il aura droit à quelques heures pour faire son jardin nègre, où beaucoup de choses vont se mettre en place pour la subsistance de la famille, mais aussi pour revendre sur la boutique. Et le jardin créole, on va le retrouver jusqu'à aujourd'hui, avec cette manière de tout mélanger, de mettre, comment dirais-je, des étages, des plantes hautes qui vont protéger les plantes basses, de mettre en bordure des plantes médicinales, d'intégrer ce qu'on va appeler le rasier. Le rasier, c'est des choses qui sont en bordure, mais qu'on le connaît quand même, c'est quand même pas du sauvage à 100%. Et on peut même dire que pendant un moment, on va retrouver dans la manière dont les plats sont faits un semblant, un facsimilé du jardin créole avec ce mélange de tous les ingrédients. À l'instar de ce qui s'expose sur les étals des marchés actuels, tous les légumes étaient là qui apportaient à l'esclave un relatif équilibre. Cuits et mitonnés, ils se retrouvaient dans toute une variété de soupes, où les influences africaines suggérèrent la création du kalalou, soupe d'herbage, ou encore de la soupe zabitan. Je vais vous préparer une soupe zabitan. Pour cela, un paquet de soupe zabitan qui s'achète donc comme cela au marché. Vous demandez une soupe zabitan, des oignons, un morceau... L'alimentation a un double rôle, mais dans ce contexte culturel, il est aliment, mais il est aussi médicinal, car on mange très mal, et pour compenser cette mauvaise qualité de l'alimentation, on va recourir à des plantes. Et effectivement, certains plats alimentaires vont intégrer des méthodes, je ne dirais pas de guérison, mais de se maintenir en bonne santé. La patate douce donne un petit goût très agréable à cette soupe, hein, puisqu'elle est un petit peu sucrée. Les habitants, à l'origine, ce sont de très gros écrevisses que l'on pêchait dans nos rivières. Et on les mettait normalement dans cette soupe, donc avec tout ce que nous avons vu là, les ingrédients, et on y plongeait donc ces habitants, et les gens mangeaient cette soupe-là comme cela. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus les habitants, mais la soupe a gardé le nom. Pour donner du goût, hein, un morceau de bœuf salé que je rajoute. Donc maintenant, tout devra bouillir pendant une bonne heure et demie, hein, de manière à ce que tout soit bien cuit. Il y a aussi le kalalou, qui est une soupe verte. Et ensuite, vous avez aussi la soupe de pied, que l'on fait avec du pied de veau. Vous avez la soupe, le pâté en pot, qui est la soupe nationale, entre guillemets, puisqu'on la prend lors des occasions telles que les mariages, baptêmes, première communion. Dans la campagne, du nord au sud de l'île, les anciens disent encore qu'il n'y a pas de dîner sans soupe. Et de la soupe, on en a fait une fête. Ainsi, il n'y avait pas de baptême ou de mariage sans pâté en pot. Ce mets local est fait de légumes et de tous les abats, ainsi que de la tête et des pattes d'un mouton ou d'un cabri. Et cette tradition persiste toujours. Eh bien, ma grand-mère, qui souvent, elle nous faisait les pâtés en pot. Et à cette époque, elle faisait beaucoup de repas dans les mariages. Donc nous, les petits-enfants, on était toujours là à regarder. Et puis voilà, ça nous a laissé quelque chose de beau quand même. J'attache mon bouquet garni pour mettre dans le pâté en pot. C'est pour que ça ne traîne pas dans le faitout au moment du service. Ce plat s'appelait-il pâte en pot du fait de la présence des pattes du cabri? C'est ce que certains suggèrent. Cette création culinaire originale, réalisée par les esclaves en dépit de leur dénuement alimentaire, revêtait un caractère exceptionnel et donc de fête. Elle n'était possible que lorsque du bétail était abattu sur l'habitation et que le maître leur laissait les bas morceaux.
Quand vous êtes esclave sur une habitation, la nourriture vous est fournie par votre maître. Hein. Et cette nourriture, légalement, est composée d'un certain nombre de livres de viande salée. Hein, donc soit du porc salé, de la morue salée, par exemple, et d'un certain nombre de livres de farine de manioc. Article 22. Seront tenus les maîtres de faire fournir, Article 23. chacune semaine, leur défendons de donner aux esclaves de l'eau de vie de pour canne ou guildive pour tenir lieu de Article 24. Leur défendons pareillement de se décharger. Selon le Code noir, le maître doit vous fournir cette nourriture chaque semaine. Mais on sait qu'elle est insuffisante et que les esclaves vont essayer de se procurer d'autres produits alimentaires. Ils vont essayer d'élever un porc près de leur case. L'abattage d'un cochon offrait aux esclaves la possibilité d'améliorer l'ordinaire. Ils confectionnaient du boudin, s'inspirant des techniques amenées par les colons et de leur goût pour les épices. Le boudin est très particulier à la Martinique. D'une part, le boudin français est fait à base de farine. Or, ici, il est fait à base de pain rassis. Il faut bien purger le pain. Bon, c'est intéressant parce que le pain est au départ quelque chose qui ne fait pas partie de la culture antillaise. On est dans une culture qui favorisait beaucoup plus le manioc. Qu'y a-t-il dans ce boudin? Il y a beaucoup d'épices. Il y a l'usage des boyaux. Et il y a aussi le fait que ce boudin, contrairement au boudin français qui peut se conserver des semaines, se mange tout de suite. Je remue pour voir s'il y a assez de sang dedans. Ce n'était pas du sang importé. On avait du boudin que lorsqu'on avait tué un cochon. Là, je vais verser. À l'époque, c'était avec un entonnoir et un bâton. Là, c'est un appareil qui fait tout seul. C'est quand tu mets seulement la manivelle. Là, ça va. Excusez madame, à vous un créole. Merci. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça me fait Michel de fois. Merci, monsieur. Bon appétit. Merci. Allez, on va regarder si on trouve un bon fruit à manger ce midi là. Oui. D'accord. Bon, alors, on va choisir un. Je vois un là. Qu'est-ce que tu en penses? Où ça? Celui-là qui est là. Là, je vais te montrer avec la golle là. Celui-là là. Celui-là, tu le vois? Ouais. Il est bon? Ouais. D'accord, bon, ben, c'est bon. Pour nourrir ces milliers d'esclaves, un arbre extraordinaire fut introduit du Pacifique, l'arbre à pain, dont les énormes fruits sont plus nourrissants que la racine du manioc. Bon, Mano, attends, je te donne le deuxième. Tu es prêt? Attends, mets-toi bien. Recule un tout petit peu. Ça va tomber. Hop, attention, tu l'as vu? Et ça y est, deux belles fruits après, bien matriculées. Ah ouais, c'est bon. Amène-les. Les emmènes? Je vous attendais. Oui, amène-les-moi. Okay. Je vais les faire tout de suite. Ouais. Je vais les couper en 4, je vais enlever le cœur. Il n'est pas mûr, il est à point. Quand il est mûr, il est un peu mou. Et quand il est mûr, il devient sucré. Donc il y a des gens qui l'aiment aussi comme ça. Hein. Mais là, il est à point.
Voilà. Là, on reste un peu. Alors là, je vais remettre toutes les épluchures que j'ai enlevées. Je vais couvrir mon fouille à pain de tout ça. Après, je remettrai l'eau pour faire cuire. Dans le temps, il faisait à manger pour tout le monde et en même temps, par-dessus toutes les épluchures qu'on mettait, ben, ça servait à nourrir les cochons. Donc, on couvre et en même temps, le fouille à pain cuit à l'étouffer. Le fouille à pain peut être fait comme je vous l'ai fait là, comme un légume. Sinon, on peut le faire en migan. Migan, c'est coupé en tout petits morceaux, c'est revenu avec de la viande salée et tout ça. C'est pas une soupe, mais c'est des tout petits morceaux et c'est fait dans un espèce de bouillon. Sinon, on fait des flancs de fouille à pain, on fait beaucoup de choses avec. Le couteau pénètre bien dedans, c'est cuit. Voilà, je vous emmène le poisson, hein, c'est ce qui manquait. Donc vous avez tout, maintenant on peut tous passer à table, on peut manger maintenant. Il y a tout. Hein. Hottentote, c'est la fleur de fouille à pain. Hein. C'est une imagination de nos grands-parents. Hein. C'est la fleur de fouille à pain qu'on fait confire. Donc, bon, il y a tout un process hein, à respecter. On la ramasse le matin très tôt. Hein, très tôt, il faut qu'elle soit fraîche. Et après, on va la faire blanchir. On va la peler. Et après, on va la faire macérer dans du sirop jusqu'à ce qu'on l'amène à saturation. Quoi. Autrefois, nos parents utilisaient beaucoup le sucre dans la mesure où déjà ils travaillaient souvent dans les usines à sucre. Ça, c'est une première chose. Et en fait, ils avaient compris qu'en sucrant les produits, en les faisant macérer dans le sucre, ça pouvait durer plus longtemps, quoi. Parce que c'est un constat, en fait, hein, que le sucre est par lui-même un conservateur. C'est-à-dire un produit qui est sucré, il sera moins vite altéré par le temps. Auparavant, ça se consommait dans les familles uniquement. Ça veut dire qu'on avait la grand-mère qui faisait sa confiture ou sa confiserie, c'était consommé simplement dans la famille. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment commercial, on va dire, parce qu'on retrouve des confiseries. C'est vraiment entré dans les mœurs un petit peu de tout le monde. Pilibo ou Filibo, Doucelette, Loccio, Cratché, Nougat Pistache sont nés de petites confiseries originales qui se perpétuent toujours. Et que dire des bracelets roses, galettes moussaches, jalousies, pain d'épices, dont la production est très ancienne. La plupart de ces pâtisseries sont des créations originales. D'autres sont des adaptations de recettes créées en métropole, tel le Robinson né au début du XXe siècle. Un Robinson, un pâté, une jalousie goyave, pâté ou jalousie? Pâté. Non. Au fait, il y a plusieurs variétés de Robinson traditionnels. Et celui-là, ici, nous le faisons avec la pâte à gros gâteau. C'est une pâte faite avec du sirop, que nous préparons à l'avance, de la matière grasse, margarine, et aussi la farine, la baking, cannelle, muscade, et aussi la vanille. Et nous malaxons tout cela, et le résultat nous donne la pâte à gros gâteau. C'est une pâte locale. Et maintenant, je vais l'étaler pour la mettre au fond de là. Les gens l'achètent pour les communions, anniversaires, parfois baptême, et aussi pour les soirées, entre amis, tout ça. Et parce que c'est un gâteau qui a un bel aspect. Et malgré parfois son apparence, il est assez fin, il est très sablé. Et dès que c'est local, ça attire. Donc les gens l'apprécient beaucoup, c'est ce qui fait le succès de ce gâteau. C'est vrai que c'est un gâteau, lorsqu'il est assez bien épicé, il est très bon. Bon, c'est la cannelle, muscade, tout ce qu'il y a. Les gens peuvent prendre autre chose encore.
Mais c'est vrai que ça relève, ça relève. Ouais. Ça sort de l'ordinaire. Parcelle de terre plongée dans l'océan, la Martinique est entourée de mers et de poissons. Les Amérindiens y pêchaient, les esclaves aussi parfois. Certaines recettes de poissons, telles que celle du blaf, reflètent encore une fois l'importance des apports culturels à la gastronomie locale, notamment ceux des nations colonisatrices que furent l'Espagne, la France, l'Angleterre et même la Hollande. Pendant longtemps, les gens pensaient que le blaf, c'était l'origine du mot blaf, c'était le bruit que faisait le poisson quand il tombait dans le bouillon. En cherchant un petit peu, j'ai appris que c'était une recette d'origine hollandaise. Donc, c'est le mélange de toutes ces cultures que nous avons ici qui a fait que cette recette existe. On commence par les épices. L'oignon. Donc on va couper l'oignon de manière... donc des gousses d'ail. Des gousses d'ail. Alors là, je coupe, là il y a un petit. Là, ça c'est le thym, le petit thym. On a le gros thym, persil et de l'oignon. De l'oignon cueilli. Donc là, on avait haché, mais on peut faire un bouquet garni tout simplement. Les cornichons pays. Les cornichons pays. Donc pour donner un peu d'acidité au bouillon. Voilà. Donc ça complète un peu le citron. Et là c'est le piment doux, le piment végétarien. Qui parfume mais qui ne pique pas. Qui ne pique pas. Mais qui a beaucoup de saveur. On utilise beaucoup les bouillons comme support dans une recette. D'ailleurs que souvent on fait cuire le poisson dans de l'eau et on utilise ça en fumet, en accompagnement d'une sauce, enfin en complément d'une sauce ou autre chose. Tandis que là c'est vraiment un plat. Après c'est tout, j'ai pas pris. Dans la maison créole, les pièces de service sont toujours séparées des pièces de résidence. C'est le cas de la cuisine et même dans les cases les plus modestes, dans les cases à esclaves ou à travailleurs, on cuisine à l'extérieur de la case principale. Ici, à l'habitation Clément, une grande maison de maître, on a une case entière réservée à la cuisine et à la chambre de la cuisinière. On a un système qui s'appelle le potager, qui est un massif en maçonnerie sur lequel on cuisine au charbon de bois. Donc on a une grille avec un foyer, un feu nu, avec des casseroles en terre cuite ou en métal, et on récupère les cendres dessous. Le système est un peu dangereux puisqu'on a un feu nu, donc un risque d'incendie, ce qui explique donc cet éloignement entre la cuisine et la maison. Il est important de dire le rôle des femmes dans la transmission de la cuisine, de la même manière que je pense que le rôle des cuisinières qui travaillent chez les Béquets ont permis un continuum entre la case du Béquet, je dis la case, la maison créole, la villa créole et la case du noir. Ce qu'on apprend quelque part, on le ramène à la maison et inversement. Les mets étaient préparés à la cuisine, à l'extérieur de la maison, et ensuite apportés à l'intérieur de la maison dans une pièce appelée office, où étaient conservés le linge de maison et la vaisselle. Les plats étaient ensuite apportés dans la salle à manger qui se trouvait autrefois dans cette galerie arrière de la maison. Elle a été transformée ensuite en salon et une salle à manger a été aménagée dans la galerie, la troisième galerie, à l'arrière de la maison. Les Béquets aussi recevaient des gens, ils avaient des réceptions, comme les grands gens, les mulâtres aussi. Et il y avait ce qu'on appelle les das. Les das, ce sont des personnes d'un certain âge qui s'occupaient des enfants, mais qui s'occupaient de la cuisine. Et bien quand une mulâtresse, un Béquet revenait de métropole, et puis il y avait une réception, ils disaient tiens, il y a ça, on peut faire ça. Alors,
Elle voyait l'Ada, elle lui disait voilà je veux faire ça, et elle le transformait en goût local. Et c'est ça qui a permis d'enrichir effectivement cette cuisine martiniquaise. Il y a des oppositions de race, de classe sociale, mais en même temps il y a des traits culturels qui vont de l'un à l'autre. Avec l'abolition de l'esclavage en 1848, les esclaves désertent les plantations et les propriétaires font appel à une nouvelle main-d'œuvre, des travailleurs indiens recrutés à travers le comptoir de Pondichéry. Ils apportent avec eux tout un monde de parfums et d'épices nouvelles. Une autre page du métissage culinaire s'ouvre, bien illustrée par le célèbre Colombo à base de poudre de curry. C'est avec les mariages mixtes que petit à petit, la gastronomie indienne fusionne avec cette cuisine martiniquaise, alors en pleine construction. C'est du riz blanc cuit à l'eau salée. Voilà. Alors ça, c'est mon poulet qui a macéré la veille. Hein. Voilà. Que je vais mettre sur le feu tout à l'heure. Mais entre-temps, je vais préparer les légumes qui accompagnent. Pour le colombo, alors mes petites carottes que j'achète et que je coupe et que je congèle, comme ça, beaucoup plus simple pour moi le matin. C'est déjà prêt. Alors dans ça, il y a carottes, Christophine et courgettes. Je vais piler mon ail. La préparation pour le colombo de poulet, alors la pâte à colombo, un peu d'huile, du citron, de l'ail pilé, de l'ail qu'on va ajouter tout à l'heure dans le poulet qui est sur le feu. Le piment, il va le mettre lui-même. Ton petit macadam, voilà, et ton piment. Les diverses racines qui ont contribué à cette cuisine sont tellement imbriquées qu'il est difficile de définir un aspect et de dire oui voilà ça c'est amérindien pur ou ça c'est africain pur. Il y a une fusion totale des éléments primitifs. Bon, il reste un goût. Une partie du goût amérindien qui a passé traditionnellement, ce goût du piment. Nous adorons le piment comme quelque chose d'éminemment culturel, qui n'est pas seulement consommé en Suisse dans l'assiette, mais le piment qui commence dès la préparation de la viande, qui est systématiquement assaisonnée. Faut qu'on compte combien pour calcium là, ça fait combien là déjà? Ça fait 10. Un poisson qui sort de l'eau, qui sort de la mer, doit être, avant de passer à la flamme, doit être débarrassé d'un élément naturel, d'un surplus de nature que nous appelons ici frais. Aux Antilles, on fait macérer beaucoup les viandes et les poissons, c'est sûr. Donc on met de l'ail, des oignons, ça dépend de si c'est de la viande, si c'est du poisson. Dans le poisson, on ne met pas d'oignons, mais dans les viandes, on met des oignons, par exemple. Des oignons, des herbes, du thym, du laurier. Donc il doit subir
en cuisine créole, un assaisonnement, donc poivre, sel, citron, piment. Donc être débarrassé de son excès de nature avant de subir une deuxième opération qui est celle de sa cuisson proprement dite. Et cette idée, cette théorie du frais, cette idée de cet excès de nature, les Amérindiens l'enlèvent, le chassent depuis des millénaires avec le piment. Et ça, c'est une conception carrément philosophique, hein, qui leur est propre. Et nous avons hérité, par exemple, de ce sentiment-là. Jean-Charles Bredas s'est formé en Martinique et en métropole auprès de grands chefs parisiens. Aujourd'hui, il officie dans son propre établissement gastronomique à Saint-Joseph. Sa cuisine résume à elle seule la force du métissage et sa créativité. Jean-Charles Bredas revisite ainsi des recettes traditionnelles et les approfondit en jonglant entre produits de luxe et légumes pays. Il crée par ailleurs de nouveaux mets, toujours avec des produits locaux, qui ont tendance à disparaître et qu'il remet en valeur. On ne peut pas revendiquer vraiment de cuisine antillaise. Par contre, nous avons des senteurs qui traversent toute la Caraïbe. Les épices qu'on va trouver à Trinidad, on va les retrouver à Santo Domingo. Nous avons des senteurs, nous avons des épices, nous avons un rythme dans notre cuisine. Mais nous sommes en train de la mettre en place. La cuisine antillaise, la cuisine caribéenne. J'ai envie de dire que nous avons plus des habitudes de consommation. Parce que les Antilles, c'est pas très vieux. C'est pas comme, on peut dire qu'il y a une cuisine grecque, une cuisine hindoue, une cuisine thaïlandaise, mais une cuisine antillaise, vraiment, ça doit pas encore. Peut-être que nos petits-enfants, ils le diront. Madame, comme compte n'est pas trop, madame n'est pas fâchée. Mon mari m'a dit ça me Nous n'avons pas de vin, nous n'avons pas de fromage. Mais nous avons une éducation culinaire parce qu'on nous a appris les produits. On connaît les produits. Nous avons des sirupeux. Nous avons du rhum. Moi, je pense que je prends l'exemple du rhum. Le rhum devait être un excellent véhicule lorsque vous voyez comme ça a changé. Les bouteilles sont de qualité, la présentation est de qualité. Et bien, la cuisine devait suivre. Par exemple, une cuisine hindoue ou thaïlandaise, c'est une cuisine où pendant des milliers d'années, ils ont répété les mêmes choses. Ils ont quelque chose qui leur appartient. Il ne faut pas oublier que la cuisine va parallèlement à l'histoire du peuple. Nourel n'était pas comme toutes les fêtes. Il n'aimait pas à courir les rues, à danser sous les places publiques, à s'installer sous les chevaux de bois, à profiter de la cohue pour pincer les femmes, à lancer des feux d'artifice au front des tamariniers. Il avait l'agoraphobie, Nourel. Ce qu'il lui fallait, c'était toute une journée d'affairement, d'après, de cuisinage, de nettoyage, d'inquiétude, de peur que ça ne suffise pas, de peur que ça ne manque, de peur qu'on ne s'embête, et l'on en mange du bon, et l'on en boit du réjouissant. Et il y a du boudin, celui étroit de 2 doigts qui s'enroule en volubile, celui large et trapu, le bénin à goût de serpolet, le violent à incandescence pimentée, et du café brûlant et de l'anis sucré, et du punch au lait, et le soleil liquide des rhums, et toutes sortes de bonnes choses qui vous imposent autoritairement les muqueuses. Semence fumée et fruits de saison. On sépare. Jojo, amène-moi les hanquets. On va faire une petite sauce.
Alors, on va prendre clocher de la tour. Tu vois? Comme là c'était chaud, ça va faire une petite infusion. Voilà. Cela. La ziguinote, le fameux coup derrière la tête. Voilà. C'est un petit coup légèrement glissé. C'est pourquoi que les requins est légèrement coupé en billes. Avec ça, on va mettre des piments zio-zio. Il est petit, il est très efficace. Ça marche. À l'Orel, on sait que bon, c'est des choses, c'est du porc, c'est des pâtés salés, c'est tout ce qu'on veut, c'est tous les produits de Noël. Après, on va tomber dans les fêtes de Pâques, où il y a les jours saints, où on mange que du poisson, des crustacés. Ensuite, le lundi de Pâques, où on va entrer dans les repas de bord de mer, les matoutous, tout cela. En Martinique, les acras marquaient traditionnellement le jour du Vendredi Saint, avant d'acquérir une notoriété internationale qui en aurait presque fait oublier les marinades d'antan. Les acras, toujours, on dit des acras. Mais auparavant, voilà, nos parents disaient marinade. Alors je pense que c'est parce que c'est une histoire de faire tremper, macérer plusieurs ingrédients dans un liquide. Donc ça marinait un petit peu quand même. Hein. Donc je pense que c'est pour ça. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais je pense que c'est un peu ça. Je vais mettre un petit peu de bicarbonate, parce que dans le temps, il n'y avait pas de levure. Hein. Donc on mettait de la bicarbonate pour faire lever les pâtes. Je vais mettre un peu de morue. Alors la morue, je l'ai lavée, j'ai fait cuire, j'ai émietté. Donc elle est dessalée. Donc on met... On fait des acras de crevettes, des acras de morue, des acras de lambi, des acras de tout ce que vous voulez en fait. Hein. Donc je vais mettre... Alors ça, ce sont des oignons, du persil haché. Hein, je vais rajouter un peu d'ail. Donc il y en a partout, hein, tous les repas, ça se sert à l'apéritif, ça se sert en entrée avec de la salade. On fait comme on veut. Mais en général, c'est pour démarrer un repas, hein, les acras. Et je vais relever avec un peu de piment. Donc on met un petit peu comme ça. Ça s'appelle des acras, mais à base de légumes. Donc il y a des carottes, du chou, des oignons, de l'ail. Et il n'y a pas de viande dedans. Donc ça, c'était pour marquer les jours saints. Mais sinon, les acras traditionnels, ce qu'on appelle des marinades, on fait ça tout au long de l'année pour quand on a un apéro. On les mangeait comme repas, hein, quand les gens n'avaient pas beaucoup d'argent avant. Donc on faisait ça, on mangeait ça avec du pain dans un sandwich, comme vous mangez un sandwich saucisson beurre, nous on mangeait un sandwich acra pain. Hein. Voilà. Donc, voilà. Merci. Bon, ben bon appétit, hein. Oui. Merci bien. Merci, monsieur Michel. Ah oui. Nous sommes ancrés dans la cuisine française. Et je regardais dans les ouvrages, je regardais les petits farcis. Et je vois les Christophine farcis. C'est vrai, Christophine, elle est rentrée dans le cadre de la cuisine française. Elle est rentrée. Les acras maintenant, j'ai vu, c'était Pierre Lorcy, un grand chef français. Première page, je vois les acras. Cela veut dire, les acras ne sont plus à nous. Si vous voulez, voilà un produit qui est de la Martinique et qui est maintenant entré dans le cadre de la cuisine française. Et beaucoup de choses vont entrer dans le cadre de la cuisine française, tout en sachant qu'elles viennent de la Martinique. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que nous puissions réapproprier les choses et que de l'autre côté, qu'on reconnaisse que nous faisons un travail de l'autre côté et que les produits que nous avons, même si petits qu'ils soient, par rapport à la grandeur de la cuisine française, vous devez au moins, messieurs, reconnaître que nous avons des produits de qualité. D'abord exportés pour la diaspora antillaise,
les produits de Martinique sont de plus en plus prisés par une clientèle métropolitaine. Des commerces spécifiques se sont développés pour répondre à ce besoin. Un petit kilo de cabri. Alors, un petit... Oui, il n'y a pas de problème. Alors, le cabri, il faut déjà assaisonner du citron, de l'ail, de l'oignon. Et puis, toutes ces épices, nous mettons un peu de poudre à Colombo pour assaisonner. Et quand c'est bien assaisonné, vous laissez macérer le soir et le lendemain, vous faites cuire. Et comme c'est la viande qui est un peu dure, il faut avoir une bonne demi-heure pour faire cuire. Et s'il n'y en a pas assez de poudre à Colombo, vous ajoutez 1 ou 2 cuillères à poudre Colombo. L'idée de créer une épicerie antillaise dans le département 93 est liée au fait qu'il y a une forte représentativité de la communauté antillaise qui habite dans le 93. Mais il faut savoir qu'elle est aussi dispersée partout en France et on a des clients qui viennent ici un petit peu des 4 coins de la France, y compris même parfois de l'étranger, je pense à la Belgique, même l'Angleterre dans certains cas. Vous regardez tout ce qui est beau, voyez-vous les avocats de la Martinique, hein? Et puis tout ce qu'il y a comme Martinique, le giomou de la Martinique, le beau fruit à pain de la Martinique que l'on peut manger avec un bon coup bouillon de poisson et de l'haricot rouge, hein? Et ça c'est bon ça. Il faut ajouter aussi, bien sûr, la communauté qui vient retrouver sa tradition. Et la tradition passe toujours évidemment par la cuisine et la gastronomie. Mais il y a aussi beaucoup de métropolitains qui découvrent les Antilles parce qu'ils y vont pour passer des vacances. Et donc, ils reviennent avec une nostalgie de certains pays ou bien ils ont envie de faire découvrir à leurs amis au retour ce qu'ils ont pu consommer là-bas. Et souvent, mamie, on a des métropolitains qui ont été touristes aux Antilles et qui viennent ici pour recréer un peu l'atmosphère de leurs vacances. Notre cuisine, la cuisine martiniquaise, on ne veut pas la cloisonner avec les produits nouveaux qui sont arrivés sur le marché martiniquais, avec le martiniquais qui a beaucoup voyagé, qui voyage beaucoup. C'est donc qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une cuisine qui est pratiquement le reflet de notre réalité au quotidien. La cuisine locale, la vraie cuisine traditionnelle, c'est une cuisine qui demande du temps. L'accélération du rythme de vie tend à diminuer ces moments familiaux de partage autour de plats faits maison. Le temps passé à éplucher, nettoyer, concocter et faire mijoter un plat semble disparaître au profit d'une alimentation plus rapide. Aussi, la transmission du savoir culinaire de génération en génération s'estompe. Certains produits disparaissent même. Toutefois, un renouveau se profile, avec la volonté de certains chefs qui puisent dans la tradition la matière pour forger une nouvelle cuisine martiniquaise. Arrête de parler là. Qu'est-ce qu'ils aiment comme goût en pâtisserie, les Antillais? Attends. Là, je m'étais pas pris dans cette question-là. Comment tu as été formé à la pâtisserie locale? Est-ce que c'est l'école ou est-ce que c'est plus ancien? À l'apéritif, ça se sert en entrée avec de la salade. On fait comme on veut. On mange ça comme on veut. Oui, mais c'est pas comme avec les avocats, comme on veut, on mange ça.